Mon gendre me prenait pour un vieil imbécile, un type qui n'avait rien compris à la vie. Il se glissait souvent dans ma chambre pensant que je dormais à poing fermé et fouillait mes affaires toujours à la recherche de quelque chose de valeur. Mais cette nuit-là, quand il a ouvert mon tiroir pour s'emparer de la clé du coffre-fort, son visage est d'abord devenu blanc comme un linge puis jaune comme le jaune d'œuf. Ce qu'il a vu là a bouleversé son existence à jamais. Et moi je me suis contenté de sourire dans l'obscurité. Ma fourchette s'est figée à mi-chemin de ma bouche quand la voix d'Antoine a percé notre tranquille conversation de dîner. « Alors Jean-Pierre, ce coffre-fort là-haut. Héros, quel type de serrure a-t-il » Sophie a failli s'étouffer avec son verre d'eau. « Antoine, c'est quoi cette question ?» Mais les yeux d'Antoine sont restés rivés sur les miens en attente. Il y avait quelque chose de prédateur dans son regard qui m'a serré la poitrine. J'ai posé ma fourchette délicatement, gagnant du temps. « C'est juste par curiosité pour la sécurité à la maison », a-t-il poursuivi, son sourire habituel un peu forcé s'étalant sur son visage. Vous savez, avec tous les cambriolages dans le quartier ces derniers temps. Quel cambriolage ? Ai-je demandé. J'habitais ce quartier depuis 15 ans. La seule excitation qu'on ait eue, c'était le chat de Madame Dubois qui est resté coincé dans un arbre le mois dernier. Antoine a agité la main d'un geste désinvolte. Oh, vous n'en entendez probablement pas parler. On préfère garder ça discret pour éviter la panique. Il s'est penché en avant les coudes sur ma table à manger. Mais un homme de votre âge, vivant seul dans une maison de cette taille, vous devez avoir des mesures de sécurité sérieuses. Sophie s'est agitée inconfortablement. Papa a toujours été prudent avec les serrures. Oui, mais qu'en est-il de l'assurance ? La voix d'Antoine est devenue plus insistante. Je veux dire, si quelque chose vous arrivait, à Dieu ne plaise, Sophie aurait besoin de savoir où tout ce qui est important est gardé, n'est-ce pas ? La pièce a semblé rapetisser soudainement. J'ai observé le visage d'Antoine, notant comment ses pupilles se dilataient légèrement quand il a mentionné ma mort hypothétique, comment ses doigts tambourinaient sur la table quand je ne répondais pas immédiatement. J'ai tout organisé, ai-je dit finalement. Sophie sait ce qu'elle doit savoir. Mais c'est elle pour la clé. La question a plané dans l'air comme de la fumée. Sophie a regardé entre nous deux, la confusion plissant son front. « Quelle clé ?» a-t-elle demandé. Le sourire d'Antoine s'est élargi. « Celle dans le tiroir de la chambre de votre père. Celle qui... » Comment savez-vous qu'il y a une clé dans ma chambre ? Les mots sont sortis plus brusquement que je ne l'avais voulu. Juste un instant, le masque d'Antoine a glissé. J'ai vu quelque chose de froid et de calculateur éclairer ses traits avant que l'expression du gendre inquiet ne revienne. « Je cherchais de l'aspirine la semaine dernière, j'avais un mal de tête terrible, a-t-il dit doucement. Sophie m'avait dit de regarder dans l'armoire de votre salle de bain, mais j'ai accidentellement ouvert le mauvais tiroir d'abord. Désolé, je ne voulais pas empiéter sur votre vie privée. » Sophie a hoché la tête rapidement. « Je me souviens de ce mal de tête. Tu souffrais vraiment. » Mais je me souvenais aussi de ce jour-là. Antoine était resté à l'étage pendant près de 30 minutes, prétextant des maux d'estomac après le dîner assez longtemps pour faire plus que de chercher de l'aspirine au hasard. « L'aspirine est dans l'armoire à pharmacie, » ai-je dit doucement. Elle y a toujours été. La mâchoire d'Antoine s'est contractée presque imperceptiblement. Il devait être vraiment à côté de la plaque à cause de la douleur. La conversation a traîné après cela, mais Antoine n'a cessé de revenir à la charge. Des questions sur ma banque, sur qui d'autre avait les clés de la maison, sur mes routines quotidiennes. Chaque question me semblait être des doigts sondant une plaie, testant mes faiblesses. Quand le dîner a finalement pris fin, Sophie s'est levée pour débarrasser les plats. « Je m'occupe du rangement ce soir, papa. C'est toi qui as cuisiné. » Ça ne me dérange pas, ai-je dit en pilant déjà les assiettes. C'était ma routine, ma façon de digérer les événements de la journée. Ce soir, j'avais particulièrement besoin du rythme familier de laver et sécher. « Viens ma chérie », a dit Antoine à Sophie, sa main déjà sur son épaule. « Laisse ton père gérer sa cuisine. On devrait aller se reposer. » Ils ont disparu à l'étage et j'ai entendu le bruit de leur porte de chambre. La porte de ma chambre claquait doucement au fond du couloir. Alors que je récurais les assiettes du dîner, les questions d'Antoine ne cessaient de tourner en boucle dans mon esprit. La façon dont il avait su l'existence d'une clé qu'il n'aurait jamais dû connaître. Sa mention désinvolte de ma mort et de l'héritage de Sophie. Mes mains s'activaient automatiquement, lavées, rincées, séchées, tandis que mon esprit cataloguait chaque signal d'alarme que j'avais ignoré ces 3 dernières semaines. L'histoire de son chômage, qui ne tenait jamais tout à fait la route. Son intérêt constant pour ma situation financière. La manière dont il étudiait ma maison comme s'il en mémorisait les plans. J'ai terminé le dernier verre et accroché le torchon à son crochet. La cuisine brillait sous les plafonniers remis en parfait ordre. Mais quelque chose de fondamental avait basculé ce soir. La maison me semblait différente maintenant. Non pas plus sûre, mais exposée. À l'étage, j'entendais des voix étouffées à travers les murs, puis le silence s'est installé. Il était temps de voir quelles autres surprises m'attendaient dans ma propre demeure. La première chose que j'ai remarquée en montant l'escalier, ce fut la porte de ma chambre. Elle était légèrement entr'ouverte, laissant apercevoir une fente sombre d'environ 5 cm. Je me suis arrêté sur la dernière marche, la main crispée sur la rampe. Cette porte avait été fermée quand j'étais descendu pour le dîner. Je la fermais toujours, une habitude prise après 40 ans de vie solitaire, rompue seulement récemment
par la présence de ma fille. Mais Sophie et Antoine logeaient dans la chambre d'amis, au bout du couloir. Il n'y avait aucune raison pour que quiconque se trouve dans ma chambre. Je suis resté là 30 secondes à écouter. Aucun bruit ne venait de la chambre d'amis, aucun mouvement nulle part à l'étage, juste les craquements familiers d'une vieille maison et mon propre cœur battant à mes oreilles. J'ai poussé la porte lentement, m'attendant à la sentir grincer. Elle ne l'a pas fait. Les gonds étaient bien huilés, silencieux, mais pénétrer dans mon espace privé me donnait l'impression d'entrer sur une scène de crime. Au premier coup d'œil, tout semblait normal. Le lit était toujours fait, les draps tendus impeccables. Mes lunettes de lecture reposaient sur la table de nuit là où je les avais laissées. La lampe était dans le même angle, mais mes yeux, entraînés par des décennies de vie méthodique, ont immédiatement perçu les anomalies. La porte de l'armoire penderie était ouverte d'une dizaine de centimètres. Je la fermais toujours complètement. Ce léger interstice m'aurait tracassé toute la nuit. Les tiroirs de ma commode n'étaient plus tout à fait affleurants. Le deuxième tiroir, en partant du haut, où je gardais mes papiers importants, avait été refermé avec négligence. Un coin de chemise cartonnée dépassait tel une langue jaune. Mon estomac s'est serré. Je me suis dirigé vers la commode, ouvrant le tiroir en grand. Les dossiers à l'intérieur avaient été fouillés, remis à peu près dans le bon ordre, mais pas exactement. Quelqu'un avait été minutieux, mais pas assez prudent. Des papiers d'assurance étaient mélangés à des relevés bancaires. Mon testament, normalement conservé dans le dernier dossier au fond, avait migré vers l'avant et la petite clé en laiton que je gardais scotchée sous le rebord du tiroir avait disparu. J'ai vérifié 2 fois passant mes doigts sur la surface en bois où le ruban adhésif avait été. Rien. La clé qui ouvrait mon coffre-fort, le coffre-fort à propos duquel Antoine m'avait posé des questions si désinvoltes au dîner, avait été découverte et emportée. Mes mains se sont mises à trembler non par peur, mais par rage. Ce n'était pas un acte aléatoire, ce n'était pas opportuniste. Quelqu'un était entré dans mon sanctuaire privé et l'avait systématiquement violé cherchant des objets spécifiques. Quelqu'un qui savait exactement quoi chercher et où le trouver. Je me suis dirigé vers le coffre-fort, un modèle petit mais robuste boulonné à l'intérieur de mon dressing. La serrure numérique fonctionnait toujours, mais cela n'avait plus d'importance. Antoine avait la clé du mécanisme manuel. Debout dans mon dressing entouré de décennies de possessions accumulées, je me suis senti totalement exposé. Depuis combien de temps préparait-il ça? Combien de fois était-il venu ici pendant que Sophie et moi étions en bas tandis qu'il cataloguait mes biens comme des articles dans un magasin? La violation allait plus loin qu'un simple vol. C'était personnel, intime. Quelqu'un avait touché mes papiers personnels, avait vu mes relevés financiers, avait manipulé des choses qui n'étaient destinées qu'à moi. Les frontières minutieuses que j'avais bâties autour de ma vie privée, ma vie, mes frontières intimes, tout avait été franchi avec une précision chirurgicale. Mais Antoine avait commis une erreur fondamentale, une erreur de jugement fatale. Il avait cru que je ne verrais rien, que j'étais ce vieil homme aveugle, trop confiant, trop usé pour s'attacher aux détails. Il se trompait lourdement. J'ai refermé le tiroir de la commode avec une lenteur calculée, laissant chaque chose exactement à sa place. Si Antoine se croyait en terrain conquis, agissant dans l'ombre la plus totale, il fallait à tout prix qu'il continue de le croire. Qu'il persiste dans son illusion que son intrusion était passée inaperçue, qu'il déploie tranquillement son plan, car à présent je savais à quoi j'avais affaire. Il ne s'agissait plus de chômage ou de difficultés financières passagères. Non, c'était un vol prémédité froidement calculé par quelqu'un qui avait passé des semaines à décortiquer mes habitudes, mes faiblesses. Quelqu'un qui dormait à quelques pas de là auprès de ma propre fille. J'ai éteint la lumière de ma chambre et j'ai entamé ma routine du soir, geste après geste. Mais chaque mouvement me semblait étrange exécuté devant un public invisible. Antoine écoutait-il? Avait-il perçu ma découverte? En tirant mes draps, une certitude a cristallisé dans mon esprit. Demain, je commencerai à rassembler des preuves. Ce soir, je resterai éveillé à élaborer ma stratégie. Mais avant toute chose, je devais évaluer l'étendue de la menace. Dormir m'était désormais impossible. Allongé sur mon lit, les yeux fixés au plafond, mon esprit s'obstinait à ressasser les révélations de la soirée. Le moindre bruit me mettait en alerte, la vieille maison qui craquait, le vent bruissant dans les arbres, le léger vrombissement du frigo 2 étages plus bas. À 23h47 précises, selon le réveil posé sur ma table de chevet, j'ai perçu des bruits en bas. Des pas feutrés traversèrent le salon. Pas la démarche légère de Sophie, non. Quelque chose de plus lourd, plus résolu. Antoine. Je suis resté parfaitement immobile, maîtrisant ma respiration, écoutant les sons se diriger vers l'entrée. Puis à peine perceptible à travers les vieux planchers minces de ces planchers minces de la maison, sa voix m'est parvenue. Oui, c'est moi, tout le monde dort. Un appel téléphonique. Antoine passait un coup de fil à minuit, parlant à voix basse, persuadé que personne ne l'entendrait. Je me suis redressé doucement dans mon lit, veillant à ce que le matelas ne couine pas. Le parquet était glacial sous mes pieds nus, tandis que je me rapprochais de la bouche d'aération qui reliait ma chambre au salon. Parfois, les sons voyageaient de manière inattendue à travers les vieilles canalisations. Le vieux est blindé, c'est sûr. La voix d'Antoine m'est parvenue plus distinctement. J'ai trouvé les relevés de compte, les portefeuilles d'investissement, le tout. On parle de sommes colossales ici. Mon sang s'est glacé. On parle, il n'agissait pas seul. Demain soir,
a poursuivi Antoine. Sophie va à son club de lecture, tous les mardis de 19h à 21h. C'est le moment idéal pour nous. J'ai attrapé mon téléphone sur la table de chevet, les mains tremblantes, en ouvrant l'application d'enregistrement vocal. Quoi qu'il arrive, j'avais besoin de preuves irréfutables. J'ai déjà la clé du coffre, disait Antoine. Je l'ai prise plus tôt dans la journée pendant qu'il dînait. Le vieux fou garde tout ce qui est important là-dedans. Du cache des bijoux, probablement d'autres informations bancaires. Le salaud, j'ai appuyé sur enregistrer juste au moment où sa voix devenait plus animée, plus assurée. Écoute, je sais que tu t'inquiètes pour le délai, mais mes dettes de jeu ne vont pas disparaître. Ces types-là ne sont pas exactement patients, si tu vois ce que je veux dire. Il faut que ça se passe maintenant. Dettes de jeu. Voilà. Tout s'expliquait enfin. Le désespoir, l'approche calculée, la volonté de trahir la confiance de ma fille. Antoine n'était pas un simple voleur opportuniste. C'était un homme désespéré, acculé par sa propre bêtise. Jean-Pierre n'est qu'un vieux veuf solitaire et sans défense. La voix d'Antoine avait pris un ton de mépris, sans doute soulagé de se confier. Il n'a aucune idée de ce qui l'attend. D'ailleurs, il me demandait même des conseils sur la sécurité de sa maison ce soir au dîner. Il m'a pratiquement tendu sur un plateau les informations dont j'avais besoin. Une rage brûlante et dévorante s'est emparée de ma poitrine. Ce mépris désinvolte, cette façon de me réduire à un stéréotype, une proie facile. Mais je me suis forcé à rester silencieux, à me enregistrer. Et la beauté de la chose, c'est qu'il ne soupçonnera jamais sa propre famille. Jamais. Et même si le vieux, et par vieux, il entendait moi, Jean-Pierre, 66 ans et non 96, se rendait compte qu'il manquait quelque chose, Sophie, sa propre fille, serait là pour le rassurer. « Oh papa, tu as dû égarer ça, tu sais, avec l'âge. » Mon sang n'a fait qu'un tour. Mon cerveau lui était un enregistreur ultra perfectionné, et chaque mot de cette conversation était gravé dans ma mémoire indélébile. « Fais-moi confiance, d'ici jeudi, l'affaire sera réglée. J'annoncerai à Sophie une offre d'emploi inespérée urgente dans une autre région. Nous serons loin avant que le vieux ne comprenne ce qui lui est arrivé. » Antoine marqua une pause sans doute à l'écoute de son interlocuteur de l'autre côté du fil. Puis il rit, un rire sourd et gras qui me glaça le sang. Oui, eh bien peut-être aurait-il dû être plus prudent sur les gens qu'il laisse entrer chez lui. Leçon de vie, hein. Le raccroché retentit. Une leçon de vie, oui, mais pas celle qu'il imaginait. J'entendis Antoine s'activer en bas encore une minute, vérifiant sans doute les serrures ou les fenêtres, puis ses pas montèrent, les escaliers légers furtifs. J'arrêtai l'enregistrement d'un geste rapide et glissai mon téléphone sous mon oreiller. La porte de ma chambre était toujours entr'ouverte exactement comme il l'avait laissée après sa fouille. Je n'avais pas osé la refermer de peur de révéler que j'avais tout vu. À travers la fente, je regardais son ombre passer dans le couloir. La porte de la chambre d'amis s'ouvrit et se referma en douceur. Longtemps après, je restais là dans l'obscurité à digérer chaque information. Antoine avait des dettes de jeu si lourdes qu'elles impliquaient des gens dangereux. Il avait un complice. Il comptait me cambrioler demain soir pendant que Sophie serait à son cercle de lecture et il prévoyait de disparaître aussitôt, entraînant ma fille avec lui dans le bourbier qu'il avait créé. La violation de ma chambre, le vol de ma clé, tout cela me parut soudain dérisoire face à cette trahison colossale. Antoine ne se contentait pas de me voler. Il se servait de Sophie, de son amour et de sa confiance comme un bouclier, une couverture pour commettre son forfait. Mais il avait commis une erreur fondamentale, impardonnable. Il m'avait cru un puissant crédule, une cible facile. Il ignorait que j'avais passé 30 ans de ma vie professionnelle comme expert en sinistre et enquêteur pour les fraudes avant de prendre ma retraite. J'en avais vu d'autres, des magouilleurs désespérés, tentant de déjouer le système. Et j'avais toujours eu un coup d'avance. Antoine voulait jouer au chat et à la souris avec un vieux. Très bien, nous allions voir qui était le plus malin. Allongé dans le noir avec la confession d'Antoine, enregistrée sur mon téléphone, mon esprit s'est mis à remonter le fil du temps à l'origine de cette histoire. Il y a 3 semaines, l'appel désespéré de Sophie avait brisé la quiétude de mon mardi matin. Je lisais mon journal, mon café, refroidissant doucement à côté de moi quand mon téléphone avait vibré. Le nom de Sophie sur l'écran suffisait toujours à m'apporter un sourire. Mais ce jour-là, sa voix était différente, tendue, effrayée. « Papa, je sais qu'il est tôt, mais… » Elle avait marqué une pause et je l'avais entendu ravaler ses larmes. « Antoine a perdu son emploi le mois dernier. On essaie de s'en sortir, mais on est en retard sur le crédit immobilier. » « De combien ?» avais-je demandé aussitôt, ma main déjà tendue vers mon chéquier. « 3 mois. Ils aiment marqué en clignant un. » « Papa, je déteste te demander ça, mais est-ce qu'on pourrait venir rester un peu chez toi, juste le temps qu'Antoine trouve quelque chose ?» Le soulagement dans sa voix, quand j'avais dit « oui » m'avait brisé le cœur. Ma petite fille, 32 ans, trop fière pour demander de l'aide, jusqu'à ce qu'elle n'ait plus le choix. Bien sûr qu'elle pouvait revenir à la maison. Bien sûr que j'allais l'aider. Mais même à ce moment-là, quelque chose m'avait tracassé à propos de la situation d'Antoine. Il travaillait pour la même entreprise depuis 8 ans, selon Sophie. De bonnes évaluations. Les licenciements avaient été soudain inattendus. Pourtant, quand j'avais demandé des détails à Sophie, ses réponses étaient restées évasives. « Antoine gère les finances », avait-elle expliqué. « C'est lui qui s'occupe de la recherche d'emploi. Je lui fais confiance pour trouver une solution. J'aurais dû insister davantage, poser plus de questions. »
3 jours plus tard, ils étaient arrivés avec un camion de déménagement et bien trop de cartons pour un séjour qui se voulait temporaire. Sophie m'avait serré fort dans ses bras sur le pas de la porte. Les larmes aux yeux, elle murmurait des « merci » inlassablement. Mais Antoine lui avait été différent, froid. Sa poignée de main ferme mais brève, ses yeux balayant déjà ma maison avec une intensité qui aurait dû m'alarmer. « Belle demeure, Jean-Pierre », avait-il dit en traversant mon salon comme s'il en estimait la valeur marchande. « Combien ça vaut votre maison sur le marché actuel ?» À l'époque, j'avais mis ça sur le compte d'une curiosité naturelle. Aujourd'hui, je savais qu'il était en pleine évaluation, en plein calcul, en pleine planification. Pendant leurs premières semaines, je m'étais plié en 4 pour les mettre à l'aise. J'avais vidé l'armoire de la chambre d'amis, réorganisé mes habitudes pour passer d'une vie solitaire à une cohabitation à 3. Sophie, elle s'était installée sans effort. Elle connaissait la maison, mes routines. Mais Antoine avait enchaîné les questions. Sur mon emploi du temps, le comité de quartier, les voisins présents la journée, mes habitudes bancaires, mes courses, si je gardais de l'argent liquide chez moi. Des questions sur le moment que j'avais jugées parfaitement innocentes de la part de quelqu'un qui tentait de s'adapter à une nouvelle vie. Sauf qu'elles n'étaient pas innocentes du tout. Je me suis souvenu de ce matin où il m'avait proposé de m'emmener à la banque. Pour vous épargner un déplacement papa, m'avait-il dit. Et puis je dois de toute façon mettre à jour mon adresse pour les acédiques. Mais à la banque, il était resté planté près du guichet me surveillant tandis que je faisais mon dépôt. Il avait posé des questions désinvoltes sur mes types de comptes, sur mon coffre-fort. Des signaux d'alarme que j'avais consciemment ignorés parce que je voulais croire en l'homme que ma fille aimait et que je l'aimais, elle, de tout mon cœur. Les jeux d'argent aussi auraient dû me sauter aux yeux. Le téléphone d'Antoine sonnait sans cesse, des appels qu'il prenait toujours en privé sortant dehors ou s'isolant dans une autre pièce. Il prétendait qu'il s'agissait d'employeurs potentiels de contacts professionnels. Mais j'avais remarqué son changement d'humeur après ces conversations, la tension dans ses épaules, sa façon de faire les 100 pas. Depuis 2 semaines, des courriers adressés à Antoine arrivaient chez moi, des relevés financiers, des lettres de sociétés de crédit, d'agences de recouvrement. J'avais pensé qu'il s'agissait simplement de mise à jour d'adresse après la perte de son emploi. À présent, je savais que c'était des mises en demeure, des sommations finales, des menaces. Sophie ignorait tout cela. Elle faisait entièrement confiance à Antoine, acceptait ses explications sans sourciller. Quand il disait qu'il gérait leurs finances, elle le croyait. Quand il expliquait que le marché du travail était difficile mais qu'il avait des pistes, elle le soutenait. Elle n'avait aucune idée que son mari était en train de se noyer sous les dettes de jeu. Elle n'avait aucun indice que la maison de son enfance était surveillée telle une cible. Ma fille si confiante, si aimante, était utilisée comme une couverture parfaite pour un vol. Cette pensée me ramena à l'instant présent à ma chambre obscure et au poids de la confession d'Antoine enregistrée sur mon téléphone. Dans 12 heures, il comptait me voler. Dans 36, il prévoyait de disparaître avec Sophie, l'entraînant dans sa toile de dettes et de mensonges. Mais il avait commis une erreur de calcul catastrophique. Il avait présumé que je n'étais qu'un vieil homme solitaire reconnaissant de leur présence et facile à berner. Je n'étais pas solitaire, j'étais méticuleux, j'étais observateur. Et j'avais 30 ans d'expérience à traiter avec des gens qui se croyaient plus malins que tout le monde. Antoine voulait me cambrioler demain soir, très bien qu'il essaye, mais il était sur le point d'apprendre que certains vieux mordent, et fort. Je me suis réveillé à 6h30, comme toujours. L'enregistrement sur mon téléphone ressemblait à la preuve d'un cauchemar, mais l'horodatage disait le contraire, 0h47. La voix d'Antoine claire, comme le jour planifiant de me cambrioler ce soir. En bas, j'ai lancé la cafetière et entamé ma routine habituelle du petit déjeuner, œufs tartines, jus d'orange. Tout exactement comme depuis 3 semaines. Quand Sophie est apparue dans sa robe de chambre bâillant et reconnaissante, je lui ai souri chaleureusement. « Bonjour ma chérie, bien dormi. Comme un bébé. Encore merci de nous laisser rester ici, papa. » Antoine a fait son apparition 20 minutes plus tard, les cheveux encore humides de sa douche. Il avait l'air reposé, confiant, un homme avec un plan. « Belle journée, n'est-ce pas ?» a-t-il dit en s'installant à sa place. « Qu'est-ce que vous avez prévu pour aujourd'hui ?» J'ai posé son café délicatement. « Oh, l'habituel. Je vais peut-être faire quelques courses tout à l'heure. » Les yeux d'Antoine se sont légèrement aiguisés. « Quel genre de courses ? Juste des bricoles. Quincaillerie la banque peut-être. » J'ai observé sa réaction. Un petit muscle a tressailli près de son œil gauche. Rien de bien passionnant. La banque. Antoine s'est penché en avant. Financièrement, tout va bien. Sophie a ri. Papa a toujours été paranoïaque à l'idée de vérifier ses comptes en personne. De vieilles habitudes. Pas paranoïaque, ai-je corrigé doucement. Prudent, on ne peut jamais être trop prudent de nos jours. Antoine a acquiescé avec un enthousiasme excessif. Absolument raison. Le vol d'identité, les arnaques en ligne. C'est la jungle là dehors pour quelqu'un de votre âge. Quelqu'un de mon âge. Il y était encore, cette désinvolture méprisante enveloppée d'une fausse sollicitude. En parlant de prudence, a poursuivi Antoine, j'ai pensé à la sécurité de votre maison. Ce quartier semble assez calme.
Mais on ne sait jamais, c'est parfaitement sûr, a interjeté Sophie. Papa vit ici depuis 15 ans sans problème. Mais Antoine n'écoutait pas sa femme. Son attention est restée fixée sur moi. Quand même un homme seul, des choses de valeur dans la maison, il vaut mieux être préparé. Vous avez mentionné ce coffre-fort à l'étage. C'est là que vous gardez les documents importants. J'ai bu une lente gorgée de café pesant ma réponse. Certaines choses, oui. J'ai et de l'argent liquide. Je veux dire, si les banques s'effondraient ou si quelque chose arrivait, c'est intelligent d'avoir des fonds d'urgence facilement accessibles. L'audace était à couper le souffle. Il était assis à ma table de petit déjeuner, mangeant de la nourriture que j'avais préparée, me demandant d'inventorier mes biens pour sa propre commodité. J'ai ce dont j'ai besoin, ai-je dit simplement. Antoine a tenté une approche différente. Vous avez mentionné la semaine dernière que vous aviez le sommeil lourd. C'est bien, je m'inquiète pour les personnes âgées qui ne parviennent pas à se reposer correctement. Je n'avais jamais rien mentionné de tel, mais j'ai hoché la tête quand même. Oh oui, une fois que je dors, je suis mort au monde, surtout ces derniers temps. J'ai été tellement fatigué le soir. C'est normal à votre âge, a dit Antoine. Votre corps a besoin de plus de repos. Sophie lui a jeté un regard noir. Antoine, c'est impoli. Non, il a raison. Ai-je dit rapidement. Je prends généralement quelque chose pour m'aider à dormir. Ça m'assomme jusqu'au matin. La posture d'Antoine s'est visiblement détendue. Parfait. Laissez-le croire que je serai inconscient et sans défense ce soir. Eh bien, je devrais vous laisser planifier votre journée, ai-je dit en me levant pour débarrasser les plats. Je vais probablement me coucher tôt ce soir. Toute cette activité familiale me fatigue plus que d'habitude. Ça a l'air parfait, papa, a dit Sophie. Tu mérites du repos. Antoine a aidé à apporter les assiettes à la cuisine et je l'ai surpris à jeter un coup d'œil vers l'escalier, vers ma chambre, calculant, planifiant. Vous savez, a-t-il dit avec désinvolture, je pourrais rester éveillé tard ce soir, regarder un peu la télé dans le salon. Je suis un peu un oiseau de nuit. Bien sûr qu'il l'était. J'ai souri et hoché la tête. Mettez-vous à l'aise. La télécommande est sur la table basse. Après le petit déjeuner, Antoine a annoncé qu'il devait passer des appels concernant des perspectives d'emploi. Sophie a décidé d'organiser leurs affaires dans la chambre d'amis. J'avais ma fenêtre de tir. Je vais faire ses courses maintenant, leur ai-je dit. Vous deux profitez d'un peu de calme, ensemble. Tandis que je reculais de l'allée, j'ai vu Antoine me regarder depuis la fenêtre de l'étage. Pas la fenêtre de la chambre d'amis, mais celle de ma chambre. Mes mains se sont crispées sur le volant. Ce soir ne pouvait pas arriver assez vite. Le magasin de bricolage était mon premier arrêt. J'avais besoin de matériel, mais surtout j'avais besoin de réfléchir à chaque détail de ce qui allait se passer. Antoine avait rendu ses intentions limpides au petit déjeuner. Ce soir, pendant que je dormais prétendument profondément grâce à un somnifère, il prévoyait d'entrer dans ma chambre, de localiser la clé qu'il avait repérée des semaines auparavant et d'ouvrir mon coffre-fort. Simple, propre, le crime parfait contre un vieil homme confiant. Sauf que la clé n'était plus là. Je l'avais déplacée à 5 heures du matin après avoir veillé depuis l'appel téléphonique d'Antoine. La petite clé en laiton reposait désormais en toute sécurité dans mon tiroir fourre-tout de la cuisine enfoui sous des élastiques et des attaches torsadées. Antoine pourrait fouiller ma commode de chambre jusqu'à ce que ses doigts saignent. Il ne trouverait rien, mais cela ne suffisait pas. Je voulais le prendre la main dans le sac humilié exposé pour ce qu'il était exactement. Je voulais des preuves si claires que même Sophie ne pourrait nier la vraie nature de son mari. Dans le rayon articles de fête du magasin de bricolage, j'ai trouvé ce dont j'avais besoin. Un petit canon à confetti, le genre qu'on utilise pour les fêtes, capable de projeter un maximum de désordre avec un minimum d'effort. Parfait. J'ai aussi pris un sachet de paillettes ultra fines, de celles qui s'accrochent partout et ne partent jamais vraiment. Argentées et dorées, parce que si Antoine voulait jouer au voleur, il allait devoir briller de 1000 feux. De retour à la maison, j'ai trouvé l'endroit désert. Une note de Sophie sur le comptoir de la cuisine. Parti faire les courses avec Antoine. De retour vers 14 heures. Je t'aime. Un timing impeccable. J'avais 3 heures devant moi. Dans mon atelier au sous-sol, j'ai démonté le canon à confetti avec une précision d'horloger. Le mécanisme était d'une simplicité désarmante, un piston à ressort qui se déclenchait sous une pression suffisante. J'ai remplacé les confettis inoffensifs par mon mélange de paillettes juste assez pour couvrir quelqu'un de la tête aux pieds sans causer la moindre blessure. Le plus délicat, c'était le réglage. Il fallait que l'appareil se déclenche quand Antoine ouvrirait le tiroir de ma commode et y plongerait la main pas au moindre frôlement. Après plusieurs essais avec une cuillère en bois, j'ai trouvé la sensibilité parfaite. L'installation demandait une précision d'orfèvre. J'ai placé le canon modifié à l'intérieur de mon tiroir, le positionnant de sorte que le déclencheur s'active lorsque la main fouille vers le fond, là où la clé avait été dissimulée. Pour quiconque jetant un œil, le tiroir aurait l'air tout à fait normal. Quelques vieilles photos des boutons des babioles diverses et variées. Mais il suffisait d'y mettre de l'intention. De chercher avec un but précis et surprise, j'ai testé l'installation 3 fois, utilisant une règle pour simuler le mouvement de fouille d'Antoine. Chaque test s'est déclenché à la perfection, envoyant un nuage de paillettes directement là où se trouverait le visage et les mains d'un intrus.
Le mécanisme se réinitialisait en un clin d'œil prêt pour sa véritable représentation. Ensuite vint la ruse de la clé. J'ai placé une fausse clé, bien en vue, près de l'avant du tiroir. Une vieille clé de cadenas assez similaire pour tromper quiconque pressé. Antoine la repérerait immédiatement, l'attraperait avec confiance et déclencherait ma petite surprise. La beauté de la chose résidait dans la psychologie. Antoine s'attendait à la discrétion, au silence, au succès. Il avait prévu un vol rapide et silencieux. Il n'avait certainement pas imaginé une explosion de paillettes qui le marquerait aussi distinctement qu'un billet trafiqué sortant d'une banque. À 13h45, tout était en place. Le tiroir avait l'air anodin, tout à fait normal. Le piège était armé et prêt. Antoine allait entrer dans ma chambre ce soir s'attendant à trouver une victime sans défense. Au lieu de cela, il découvrirait la justice en or massif. J'ai entendu les portières de voiture claquer dans l'allée. Sophie et Antoine revenaient de leurs emplettes, probablement ravis de leur après-midi en couple. Antoine n'avait aucune idée que sa scène de crime s'était transformée en piège. J'ai refermé le tiroir de la commode avec délicatesse et je suis descendu les accueillir, affichant mon meilleur sourire de grand-père. Ce soir promettait d'être très intéressant. « Il faut que je sorte faire une petite course », ai-je annoncé après le déjeuner. « Je ne serai pas long. » Sophie a levé les yeux de ses sacs de course. « Besoin d'aide pour quelque chose, papa ? » Et juste chercher quelque chose au magasin d'électronique. Vous deux, détendez-vous. Vous avez fait assez de shopping pour une journée. Antoine a à peine levé les yeux de son téléphone, mais j'ai capté un éclair d'intérêt dans son regard. Le vieux qui fait des courses seul, laissant la maison sans surveillance, cela ne faisait que confirmer sa carte mentale de mes habitudes. Le vendeur, un jeune homme serviable du nom de Marc, n'a pas sourcillé quand je lui ai expliqué que je voulais une caméra de sécurité pour ma chambre. « Beaucoup de cambriolage dans votre quartier ?» a-t-il demandé. « Quelque chose comme ça. J'ai besoin de quelque chose de petit avec une bonne vision nocturne et sans fil. » ai-je précisé. Marc m'a montré plusieurs options. J'ai opté pour un modèle compact qui se connectait à mon smartphone avec détection de mouvement et 8 heures d'autonomie. La caméra était plus petite qu'un jeu de cartes et offrait des options de fixation magnétique. Vous voudrez tester le positionnement, a conseillé Marc. L'application vous permet de voir exactement ce que la caméra voit en temps réel. Parfait, j'ai payé en espèces et j'ai pris le chemin du retour. La caméra était posée dans sa boîte à mes côtés, tel un allié secret. En rentrant, j'ai trouvé Antoine et Sophie vautrés devant la télévision dans le salon. Ils semblaient si à l'aise, si domestiques, comme n'importe quel couple chez le père de Sophie. Pas des cambrioleurs en pleine préparation de leur forfait. Je leur ai dit que j'allais me reposer quelques minutes, que toute cette agitation m'avait épuisé avant de monter. Une fois dans ma chambre, j'ai refermé la porte derrière moi et je me suis mis au travail. La caméra devait capturer l'approche d'Antoine vers la commode, sa réaction au moment d'ouvrir le tiroir et bien sûr l'explosion de paillettes qui suivrait. Mais surtout, elle devait rester absolument invisible. J'ai testé plusieurs emplacements à l'aide de l'application sur mon smartphone. Sur ma bibliothèque, l'angle n'était pas bon. Derrière ma lampe, trop évident. Finalement, j'ai trouvé l'endroit idéal, niché entre les livres sur ma table de chevet, orienté de manière à filmer à la fois la commode et le centre de la pièce. Le support magnétique a parfaitement tenu et le boîtier noir de la caméra se fondait avec les dos des livres. À moins de chercher spécifiquement un équipement de surveillance, elle était indétectable. J'ai passé 20 bonnes minutes à ajuster l'angle via l'application pour m'assurer d'une couverture optimale. La détection de mouvement était suffisamment sensible pour s'activer dès l'entrée de quelqu'un dans la pièce sans pour autant se déclencher au moindre grincement de la vieille maison ou bruit extérieur. L'autonomie de la batterie était capitale, il fallait que la caméra tienne jusqu'au passage, à l'acte d'Antoine potentiellement 8 à 10 heures. Je l'ai passé en mode détection de mouvement pour économiser l'énergie, puis j'ai testé la vision nocturne en éteignant les lumières. L'image infrarouge était d'une netteté impeccable. Le visage d'Antoine serait parfaitement visible lorsqu'il déclencherait mon piège. J'ai également testé la fonction d'enregistrement, m'assurant que l'audio était assez clair pour capter le moindre mot qu'Antoine pourrait prononcer pendant son méfait. S'il disait quoi que ce soit d'incriminant, et les gens désespérés ont souvent l'habitude de se parler à eux-mêmes, j'aurais aussi cette preuve-là. L'installation était d'une élégance redoutable dans sa simplicité. Antoine entrerait dans ma chambre, s'attendant à l'obscurité et au silence. Au lieu de cela, il serait filmé dès l'instant où il franchirait le seuil. La caméra capturerait sa fouille, sa découverte de la fausse clé, sa main plongeant dans le tiroir et l'explosion spectaculaire de paillettes qui s'ensuivrait. Preuve visuelle, preuve audio et preuve matérielle, le tout réuni dans un parfait ensemble. J'ai repositionné quelques livres pour mieux camoufler la caméra, puis je me suis reculé pour admirer mon œuvre. Tout semblait normal, innocent, juste la chambre d'un vieil homme prête pour une nuit de sommeil paisible. En bas, j'entendais Sophie et Antoine discuter à voix basse, planifiant leur soirée sans doute. Antoine devait être en train de calculer les heures jusqu'à l'ouverture de sa fenêtre de cambriolage. Il n'avait aucune idée que cette fenêtre s'était transformée en trappe.
J'ai vérifié mon téléphone une dernière fois. Le flux de la caméra était net, la fonction d'enregistrement active, la batterie affichait une charge complète. Tout était prêt. Ce soir, Antoine allait enfin montrer son vrai visage et grâce à la technologie moderne, chaque instant serait immortalisé en haute définition. Que le spectacle commence. Le dîner s'est déroulé dans un calme apparent. Sophie parlait des changements dans le quartier tandis qu'Antoine consultait son téléphone toutes les 5 minutes. J'ai joué mon rôle à la perfection, celui du grand-père fatigué, prêt pour un coucher précoce après une journée bien remplie. Vers 20h, nous étions installés dans le salon. Sophie était blottie avec un livre tandis que je prenais possession de mon fauteuil habituel, me frottant ostensiblement les tempes. Longue journée, ai-je murmuré. Je crois que je vais me coucher tôt ce soir. Antoine a levé les yeux de son téléphone instantanément. Au fait, Jean-Pierre, j'espérais que nous pourrions prendre un verre avant. Vous savez, un moment entre beau-père et gendre. La suggestion est tombée de nulle part, mais son ton était d'une désinvolture forcée, trop forcée. C'est gentil, a dit Sophie, sans lever le nez de son livre. Vous devriez passer plus de temps ensemble tous les deux. Je pensais à cette bouteille de Macallan que j'ai vue dans votre cuisine, a poursuivi Antoine. Une qualité supérieure parfaite pour un dernier verre. J'ai gardé mon expression neutre, mais intérieurement j'étais fasciné. Antoine planifiait probablement cette conversation depuis le petit déjeuner. Le timing, la suggestion, la mention spécifique d'un whisky coûteux. Rien n'était accidentel. J'apprécie l'attention, ai-je dit. Mais je suis sous médication et l'alcool ne fait pas bon ménage avec mes comprimés. Le sourire d'Antoine s'est figé presque imperceptiblement. Allons, un petit verre ne fera pas de mal, on est pratiquement de la famille. Vraiment, je devrais l'éviter entièrement. Ai-je insisté, gardant un ton affable. Papa a raison, a renchéri Sophie. Le docteur a été très clair sur ses médicaments pour la tension. Mais Antoine n'abandonnait pas facilement. Alors juste un toast, une toute petite gorgée pour fêter ça. Il a marqué une pause, cherchant quelque chose à fêter pour la famille. Cette insistance était révélatrice. Une personne normale aurait accepté mon premier refus avec courtoisie. Antoine forçait la main parce qu'il avait besoin que je boive quelque chose de spécifique, quelque chose qui assurerait mon sommeil profond ce soir. « Je vais vous dire quoi ?» a-t-il dit en se levant. « Je vais me servir un verre et on pourra juste s'asseoir et discuter. Pas de pression pour que vous buviez. » Il a disparu dans la cuisine avant que je puisse objecter. J'ai entendu des portes de placard s'ouvrir, puis le tintement du verre. Quand il est revenu, il portait 2 verres à whisky, l'un avec un liquide ambré, l'autre vide. « Changez d'avis » a-t-il dit en se rasseyant sur le canapé. « Je vous ai versé juste une éclaboussure pour le toast, à peine une cuillère à café. » Il a tendu le second verre. Le whisky à l'intérieur captait la lumière de la lampe, semblant assez inoffensif. Mais j'avais enquêté sur la fraude à l'assurance pendant 30 ans et les gens désespérés finissaient toujours par bâcler leur travail. « Antoine, je ne peux vraiment pas. » « Une toute petite gorgée » a-t-il insisté. « Sophie, dis à ton père qu'une gorgée ne le tuera pas. » Sophie a regardé entre nous deux, sentant une tension qu'elle ne pouvait identifier. Si papa dit non, peut-être devrais-tu respecter ça. La mâchoire d'Antoine s'est contractée. Juste un instant, son masque a complètement glissé. J'ai vu la frustration, la ruse et quelque chose qui s'apparentait à de la panique éclairer ses traits. « Vous savez quoi ?» ai-je dit en me levant avec précaution. « Je suis plus fatigué que je ne le pensais. Je crois que je vais prendre un de ces somnifères et aller me coucher. » La posture d'Antoine a changé instantanément. « Des somnifères ?» a-t-il demandé, les yeux brillants. « Le médecin me les a prescrits le mois dernier. Très efficace. Ça m'assomme complètement. Je serai mort au monde jusqu'au matin. » Le soulagement a inondé le visage d'Antoine. « Ça a l'air parfait. Vous avez besoin de repos. »« D'où rêve papa ?» a dit Sophie en m'embrassant la joue. « À demain matin. » J'ai fait un numéro en montant lentement les escaliers, m'arrêtant pour agripper la rampe comme un vieil homme luttant contre la fatigue. En haut, je me suis retourné. « Ne veillez pas trop tard, vous deux. Antoine, aide-toi à tout ce qu'il y a dans la cuisine. Merci Jean-Pierre. Dors bien. » Dans ma chambre, j'ai effectué les gestes de la routine du coucher, changer de vêtements, me brosser les dents, rabattre les draps, mais j'ai aussi vérifié une dernière fois le positionnement de ma caméra et confirmé que le piège à paillettes était prêt. J'ai éteint la lumière de ma chambre et me suis installé sur le lit entièrement habillé, me positionnant de manière à pouvoir voir le couloir à travers ma porte légèrement entr'ouverte. En bas, j'entendais la télévision jouer doucement, Antoine et Sophie parlant à voix basse, puis les pas de Sophie dans l'escalier et la porte de la chambre d'amis qui se refermait. Antoine est resté en bas, attendant probablement en regardant l'horloge, calculant le temps qu'il faudrait pour que mon somnifère fasse pleinement effet. J'ai vérifié mon téléphone. Il était 21h47. La caméra montrait ma chambre vide avec une clarté parfaite en vision nocturne. Le piège était tendu, la scène était prête. Tout ce que j'avais à faire maintenant, c'était d'attendre que mon gendre révèle sa vraie nature. À 2h43 du matin, j'ai entendu le premier craquement dans l'escalier. J'étais resté immobile pendant des heures, positionné
de manière à pouvoir voir le couloir à travers ma porte à peine ouverte. Mon téléphone affichait le flux de la caméra en temps réel. Ma chambre vide en attente, dans une clarté parfaite de vision nocturne. Antoine se déplaçait comme un cambrioleur professionnel, évitant les marches qui gémissaient sous le poids. Il avait appris les caprices de ma maison durant ces 3 semaines de séjour. 3 semaines de résidence forcée lui avaient permis de cartographier chaque craquement, chaque soupir de cette vieille maison, chaque son qui pourrait trahir sa présence. Le plancher du couloir, juste devant ma porte, a gémi un instant sous son poids, puis le silence s'est fait. Il écoutait, s'assurant que son histoire de somnifère avait produit l'effet escompté. Je contrôlais ma respiration profonde et régulière comme un homme endormi. C'était la performance de ma vie, l'avenir de ma fille, suspendu à un fil. La poignée de ma porte tourna avec une torpeur et avec une lenteur glaciaire. La silhouette d'Antoine apparut dans l'embrasure à contre-jour de la faible veilleuse du couloir. Il resta figé une trentaine de secondes, scrutant ma forme prétendument inconsciente. Une fois convaincu que j'étais plongé dans un sommeil profond, il se glissa à l'intérieur. Antoine se déplaçait désormais avec une assurance prédatrice, persuadé d'être invisible et intouchable. Ses vêtements sombres le rendaient presque indiscernable dans l'obscurité, mais je pouvais suivre chacun de ses mouvements grâce au son et aux infimes variations des ombres. Il s'approcha de ma commode avec la certitude d'un homme qui avait planifié chaque étape. 3 semaines de reconnaissance lui avaient enseigné l'emplacement exact de ce qu'il convoitait, la clé qui ouvrirait mon coffre-fort, ma sécurité, toutes mes économies. Je le regardais se positionner juste devant le meuble. Ses mains se tendirent vers le deuxième tiroir, celui qui, il le croyait, contenait ma clé cachée, et en réalité sa spectaculaire surprise. Le tiroir s'ouvrit sans un bruit. Pendant une fraction de seconde, la posture d'Antoine irradia le triomphe. Il avait trouvé sa cible, il tendit la main avec assurance, ses doigts cherchant la petite clé, en laiton qui allait résoudre tous ses problèmes. Et là, mon canon à paillettes explosa. Boum, le son fut magnifique, un croisement entre un pétard de fête et un petit canon. Des paillettes argentées et dorées jaillirent en un nuage glorieux recouvrant Antoine de la tête aux pieds d'une poussière scintillante. L'explosion résonna dans la maison comme des tirs de célébration. Antoine trébucha en arrière, jurant violemment, tandis que les paillettes se posaient dans ses cheveux, sur ses vêtements, sur son visage stupéfait. On aurait dit qu'il avait été attaqué par une boutique de loisirs créatifs transformée en boule disco ambulante. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» haleta-t-il, brossant frénétiquement les paillettes qui s'accrochaient partout. J'ai alors entamé mon réveil avec une précision digne d'un Oscar, me redressant avec une confusion feinte. Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je lancé tâtonnant vers ma lampe de chevet. Qu'est-ce que c'était que ce bruit? La lumière a inondé la pièce, révélant Antoine dans toute sa gloire scintillante. Il se tenait figé à côté de ma commode, couvert de la tête aux pieds de confettis festifs, tenant la fausse clé que j'avais placée comme appât. « Antoine !» J'ai cligné des yeux avec un ahurissement théâtral. « Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre, Antoine ?» Il ouvrit la bouche, la referma, l'ouvrit de nouveau. Des paillettes tombaient de ses cheveux comme de la neige de Noël. « J'ai entendu un bruit, balbutia-t-il. J'ai cru que quelqu'un essayait de s'introduire. S'introduire. J'ai jeté un regard autour de ma chambre avec une confusion apparente. Et tu as fini par briller de 1000 feux. Antoine baissa les yeux sur lui-même, saisissant enfin l'ampleur de sa transformation. Il ressemblait à un ornement de Noël raté. Des paillettes argentées et dorées s'accrochaient à chaque surface de son corps. Il y avait une sorte de piège, dit-il faiblement. Un piège. J'ai incliné la tête innocemment. Dans ma chambre. Du fond du couloir des pas résonnèrent sur le parquet. Sophie, réveillée par l'explosion, arrivait pour enquêter. Les yeux d'Antoine s'écarquillèrent de panique. Comment expliquer être couvert de fournitures d'artisanat, en train de cambrioler son beau-père à 3 heures du matin? « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» La voix de Sophie portait l'inquiétude et une alerte grandissante. Antoine ouvrit désespérément la bouche, mais aucune explication crédible ne sortit. Il était pris sur le fait, littéralement les mains, ou plutôt les mains couvertes de paillettes, dans le sac en train de trahir notre famille. Je me suis permis le plus infime des sourires, tandis que les pas se rapprochaient dans le couloir. La justice, il s'avérait, était merveilleusement scintillante. « Papa, ça va ?» Sophie apparut dans l'embrasure de la porte, nouant sa ceinture de robe de chambre avec des gestes rapides et inquiets. Puis elle s'arrêta net, assimilant la scène devant elle. Moi, assis dans mon lit, l'air apparemment confus et préoccupé. Antoine debout à côté de mon tiroir de commode ouvert, couvert de paillettes scintillantes de la tête aux pieds, comme s'il avait été plongé dans un magasin de loisirs créatifs. « Mais qu'est-ce que ?» La voix de Sophie s'est étranglée. « Antoine, pourquoi est-ce que tu ressembles à une décoration de Noël ?» Antoine ouvrait et fermait la bouche sans un son. Des paillettes s'échappaient de ses cheveux à chaque mouvement, se déposant sur mon tapis de chambre comme une neige de fête. « J'ai entendu un bruit », a-t-il fini par bredouiller la voix tendue. « Je suis venu voir si tout allait bien avec ton père. » La voix de Sophie s'est durcie. « Et tu te retrouves couvert de... C'est quoi ces paillettes ?»
Une sorte de dispositif de sécurité, a lancé Antoine brossant frénétiquement ses vêtements scintillants. Ça a explosé quand j'ai ouvert le tiroir. Les yeux de Sophie sont allés d'Antoine au tiroir ouvert de ma commode, puis à moi. Papa, tu as des dispositifs de sécurité dans tes meubles. J'ai conservé mon expression d'étonnement sénile. Pas à ma connaissance, ma chérie. Je dormais à poing fermé jusqu'à ce que cette explosion me réveille. Puis, me tournant vers lui avec une feinte candeur. « Alors pourquoi étais-tu dans le tiroir de ma commode, Antoine ?» La voix de Sophie portait une nouvelle nuance que je ne lui avais jamais entendue. Protectrice soupçonneuse. L'histoire d'Antoine commençait à s'effondrer en direct. Je cherchais quelque chose pour t'aider à dormir. Tu te retournais sans cesse et j'ai pensé que Jean-Pierre pourrait avoir des somnifères en plus. Des somnifères. Les sourcils de Sophie se sont levés. Dans le tiroir de sa commode, Antoine a fait un geste vague vers le tiroir faisant tomber davantage de paillettes sur le tapis. « Antoine », ai-je dit doucement, la voix empreinte d'une fausse compréhension, « mes médicaments sont dans l'armoire de la salle de bain. Ils y ont toujours été. » Le silence qui a suivi était lourd de sous-entendus. Sophie nous a regardés l'un après l'autre, son expression passant de la confusion à quelque chose de plus dur. « Alors si je comprends bien, a-t-elle dit lentement, les mots pesés. Tu as quitté notre lit à 3 heures du matin, tu es venu dans la chambre de mon père pendant qu'il dormait et tu as ouvert son tiroir personnel, cherchant des médicaments dont tu savais qu'ils n'y étaient pas. Ce n'est pas comme ça, a protesté Antoine. Alors c'est comment, Antoine ? La voix de Sophie a monté d'un cran. Parce que de là où je suis, on dirait que mon mari fouillait les affaires personnelles de mon père en pleine nuit. Le désespoir d'Antoine est devenu plus évident. Sophie, tu dois comprendre, j'essayais juste d'aider. Aider à quoi exactement ? Ai-je coupé doucement bien que mon cœur jubila. Qu'espérais-tu trouver dans ce tiroir ? Les yeux d'Antoine ont volé de Sophie à moi. La question planait dans l'air, une accusation silencieuse. Il a dégluti difficilement. J'étais confus, désorienté. J'ai cru entendre quelqu'un s'introduire. S'introduire, a répété Sophie d'un ton sec. Et tu as décidé de fouiller les meubles de la chambre de mon père. Je ne fouillais pas. Alors comment appelles-tu le fait d'ouvrir le tiroir de sa commode ? Les mains d'Antoine, toujours couvertes de paillettes, se sont crispées en poing. Pourquoi vous m'interrogez comme ça ? Je suis votre mari. La colère défensive dans sa voix a semblé frapper Sophie de plein fouet. Sophie a reculé d'un pas et j'ai vu quelque chose changer dans son regard. Les dernières bribes de confiance commençaient à s'effriter. « Tu as raison », a-t-elle dit doucement, sa voix empreinte d'une gravité nouvelle. « Tu es mon mari. C'est justement pour ça que je te demande d'expliquer pourquoi tu es dans la chambre de mon père à 3 heures du matin, couvert de fournitures, de loisirs créatifs, avec ta main dans son tiroir personnel. » Antoine semblait piégé, acculé par le poids de ses propres explications invraisemblables. Les paillettes continuaient de tomber de ses vêtements comme autant de preuves flagrantes de sa culpabilité. « Je peux tout expliquer », a-t-il lancé désespérément. « Alors je t'en prie, fais-le », a dit Sophie, croisant les bras, son regard perçant. « Parce qu'en ce moment, je suis très confuse quant à ce que mon mari faisait ici. » J'ai observé le visage de ma fille et j'ai vu le moment exact où ses instincts protecteurs se sont détournés d'Antoine pour se fixer sur moi. L'instant précis où elle a commencé à percevoir la situation non plus comme un malentendu, mais comme une menace envers son père. Antoine devait l'avoir vu aussi car ses mots suivants sont sortis empreints de panique. « Sophie, tu dois me faire confiance. » Mais la confiance, une fois brisée par les paillettes et les mensonges, ne se répare pas facilement. Les yeux de Sophie sont restés fixés sur Antoine, et je pouvais voir les rouages de son esprit tourner à plein régime, analysant la situation. Les rouages de son esprit tournaient à plein régime, analysant la situation, tirant des conclusions que son cœur refusait d'admettre. « Antoine », a-t-elle dit lentement, sa voix étranglée, « je dois savoir la vérité là tout de suite. Qu'est-ce que tu faisais vraiment dans la chambre de mon père ?» Antoine a ouvert la bouche pour répondre, mais j'ai su que le moment était venu d'agir. Ma fille méritait mieux que de voir son mari se débattre dans un nouveau tissu de mensonges. Elle méritait la vérité, même si elle allait lui déchirer le cœur. « Sophie », ai-je dit doucement, tendant la main vers mon téléphone posé sur ma table de chevet. « Il y a quelque chose que tu dois entendre. » Le visage d'Antoine est devenu livide sous les paillettes. « Jean-Pierre ne fait pas ça. » La voix de Sophie s'est faite dangereusement acérée. « Ne fais pas quoi, Antoine ?» J'ai levé mon téléphone. « Ma chérie, j'ai enregistré quelque chose cette nuit. Une conversation téléphonique. Je pense que tu devrais l'écouter. » « Non !» a hurlé Antoine, sa voix pleine de panique. Sophie, quoi qu'il pense avoir entendu, « Tais-toi !» a claqué Sophie, les yeux rivés sur moi. « Papa, mette-le !» J'ai appuyé sur lecture. La voix d'Antoine a rempli la pièce claire et accablante. « Oui, c'est moi. Tout le monde dort. Le vieux est blindé, c'est sûr. » J'ai trouvé les relevés de compte, les portefeuilles d'investissement, le tout. On parle de sommes colossales ici. Le visage de Sophie s'est figé. Ses yeux se sont écarquillés, tandis qu'elle a écouté la voix de son mari discuter de mes finances avec un inconnu. Demain soir, a poursuivi Antoine, Sophie va à son club de lecture. Tous les mardis de 19h à 21h. C'est le moment idéal pour nous.
Arrête ça, a supplié Antoine, le corps secoué de tremblements. Sophie, je peux tout expliquer. Tais-toi, a murmuré Sophie, sa voix mortellement calme. Tais-toi et laisse-moi écouter. La voix d'Antoine a continué imperturbable depuis le téléphone. J'ai déjà la clé du coffre. Je l'ai prise plus tôt dans la journée pendant qu'il dînait. Le vieux fou garde tout ce qui est important là-dedans. Ya, mais en merde, on m'a quotidien maintenant. Du cache des bijoux, probablement d'autres informations bancaires. La main de Sophie s'est portée à sa bouche un gémissement étouffé. Elle fixait Antoine comme si elle voyait un étranger. Puis la voix d'Antoine sur l'enregistrement. « Écoute, je sais que tu t'inquiètes pour le délai, mais mes dettes de jeu ne vont pas disparaître. Ces types-là ne sont pas exactement patients si tu vois ce que je veux dire. » « Dette de jeu », a murmuré Sophie, les yeux écarquillés. « Quelle dette de jeu ?» L'enregistrement a continué. Jean-Pierre n'est qu'un vieux veuf solitaire et sans défense, sans doute reconnaissant de notre compagnie. Il n'a aucune idée de ce qui l'attend. J'ai vu le visage de ma fille se décomposer à mesure qu'elle entendait le mépris désinvolte de son mari à mon égard, son évaluation de ma vulnérabilité, son calcul froid pour exploiter ma gentillesse. Et la beauté de la chose, a poursuivi Antoine, c'est qu'il ne soupçonnera jamais sa propre famille. Et même s'il se rend compte qu'il manque quelque chose, Sophie le convaincra qu'il a juste égaré ses affaires. Tu sais comment les vieux deviennent avec leur mémoire. Sophie a poussé un petit cri comme si elle avait reçu un coup physique. Écouter la voix de son mari discuter de la façon d'utiliser sa confiance pour me voler, moi son père l'anéantissait. Fais-moi confiance, d'ici jeudi l'affaire sera réglée. J'annoncerai à Sophie une offre d'emploi inespérée urgente dans une autre région. Nous serons loin avant que le vieux ne comprenne ce qui lui est arrivé. J'ai arrêté l'enregistrement. Le silence qui a suivi ait été assourdissant lourd de toutes les vérités révélées. Sophie fixait Antoine des larmes ininterrompues coulant sur son visage. « Dette de jeu », a-t-elle murmuré, la voix brisée. Tu allais cambrioler mon père. Sa voix s'est étranglée. Mon Dieu, écoute-toi, tu l'as traité de vieux fou solitaire. Tu allais lui voler ses biens et disparaître m'entraînant avec toi comme couverture. Antoine a tenté de s'approcher d'elle, mais elle a reculé d'un pas comme s'il était devenu un parfait étranger dangereux. Combien ? A-t-elle exigé, les yeux brillants de fureur et de douleur. Combien tu dois ? Ça n'a pas d'importance, a-t-il balbutié. Combien ? Ses épaules se sont affaissées. 47 000. Les jambes de Sophie ont semblé la lâcher. Elle s'est appuyée contre le cadre de la porte, le regard vide fixant l'homme qu'elle avait épousé. « Tu m'as menti pendant des mois », a-t-elle dit, sa voix à peine un souffle. « Surtout, la perte de ton emploi, nos finances, pourquoi nous devions vraiment rester ici ?» Elle a relevé la tête, la voix montant en flèche. « Tu essayais de me protéger en planifiant de voler mon père. En m'utilisant comme alibi pendant que tu détruisais l'homme qui m'a élevé, Antoine a fait un pas de plus tendant la main. Sophie, on peut s'arranger, tu sais. » « Non, a dit Sophie. Elle s'est redressée et j'ai vu une force nouvelle de l'acier apparaître dans sa posture, dans son regard. Non, on ne peut pas. Tu as planifié de te victimiser. Mon père, tu l'as traité de tous les noms. Tu allais me laisser croire qu'il perdait la mémoire pendant que tu le dépouillais. Elle regarda Antoine avec un dégoût que je n'avais jamais vu sur son visage. Dehors, Antoine sort de la maison de mon père maintenant. Pour la première fois depuis que je le connaissais, Antoine resta sans voix. Il resta là pétrifié pendant 10 secondes supplémentaires, des paillettes tombant toujours de ses cheveux comme une neige souillée. Puis quelque chose dans le regard de Sophie, une fureur protectrice pure et implacable, finit par le convaincre que son mariage était bel et bien terminé. « Ce n'est pas fini », lança-t-il, sa voix tournant allègre. « La moitié de tout ce que nous possédons est à moi. J'aurai ma part. » Tu veux dire la moitié de nos dettes ? La voix de Sophie était glaciale. Parce que c'est tout ce que nous avons, Antoine. Des dettes de jeu dont je ne savais rien. Je te traînerai en justice. Avec quel argent ? Sophie fit un pas vers lui et j'étais fier de voir qu'elle ne reculait pas. Tu viens d'admettre que tu dois 47 000 € à des gens dangereux. Avec quoi exactement vas-tu te battre contre moi ? La bravade d'Antoine s'effondra. Il me regarda avec quelque chose qui ressemblait à de la haine pure. « C'est de ta faute, vieil homme. Tu l'as monté contre moi. Et restez qui ? » Non, dit Sophie d'une voix ferme. Tu as fait ça tout seul, quand tu as décidé de planifier un cambriolage au lieu de demander de l'aide, quand tu as insulté mon père, quand tu m'as menti pendant des mois. Et j'ai été. Antoine tenta une dernière approche désespérée. Sophie, nous sommes mariés, nous avons prononcé des vœux. Tu as brisé ces vœux quand tu as planifié de commettre un crime contre ma propre famille. Sophie pointa la porte. Prends tes affaires et sors d'ici maintenant. J'ai regardé Antoine réaliser que son coup était vraiment terminé. Plus de manipulation, plus de mensonges, plus de rôle de victime. Sophie avait entendu ses propres mots le condamner. Il quitta la pièce sans un mot de plus, traçant des paillettes à travers ma maison comme une piste de preuve. Nous l'entendions dans la chambre d'amis, jetant des vêtements dans des sacs avec une violence amère. Sophie s'effondra sur le fauteuil près de mon lit, l'air épuisé. « Papa, je suis tellement désolée, murmura-t-elle. Je l'ai fait entrer chez toi. Je t'ai mise en danger. »
Ma chérie, tu ne pouvais pas savoir. C'est moi qui aurais dû voir les signes, les appels téléphoniques, sa façon de poser des questions sur tes finances. Elle leva les yeux vers moi, les yeux remplis de larmes. Depuis quand savais-tu? Depuis avant-hier soir. J'ai entendu cet appel téléphonique et j'ai su que je devais nous protéger tous les deux. Sophie esquissa un faible sourire. La bombe à paillettes, c'était génial. Je voulais qu'il soit pris la main dans le sac, ou devrais-je dire, la main couverte de paillettes. Cela me valut un rire sincère de sa part même à travers ses larmes. Antoine réapparut dans l'embrasure de la porte avec 2 sacs hâtivement emballés, étincelant toujours comme un vulgaire accessoire de fête vaincue. Antoine laisse ta clé sur le comptoir de la cuisine, dit-elle sans le regarder. Ne me contacte plus. Mon avocat contactera le tien. Antoine ouvrit la bouche pour argumenter, puis sembla réaliser l'inutilité de la chose. Il s'éloigna et 1 minute plus tard, nous entendîmes la porte d'entrée claquer. Sophie et moi restâmes assis en silence quelques instants, écoutant la voiture d'Antoine démarrer et s'éloigner dans la nuit. « Je peux rester ici ?» demanda Sophie doucement. « Juste le temps que je me remette les idées en place. » Ma chérie, cette maison est la tienne pour aussi longtemps que tu le souhaites. 3 mois plus tard, je préparais mon café lorsque Sophie est descendue habillée pour son nouveau travail à la bibliothèque locale. Elle avait adopté les routines matinales avec la même précision méthodique que j'avais toujours admirée chez elle. « Bonjour papa. »« Bonjour ma chérie. Bien dormi. » Comme un bébé. Elle se servit du café et s'installa à la table de la cuisine. « Des regrets concernant le grand piège à paillettes de mars dernier ?» ai-je demandé en souriant. Seulement de ne pas avoir filmé son visage quand ça a explosé. Le divorce de Sophie avait été prononcé 2 semaines auparavant. Antoine n'avait rien contesté. Difficile d'argumenter la répartition des biens quand on fait face à d'éventuelles accusations criminelles et 47 000 € de dettes de jeu. La bibliothèque est-elle animée aujourd'hui? J'ai demandé. L'heure du compte à 10 heures, puis j'aide Madame Patterson à faire des recherches généalogiques. Sophie a souri. J'adore cet endroit. C'est calme, paisible, rempli de gens qui apprécient vraiment les livres. Elle marqua une pause. Merci papa d'avoir été là pour moi, de m'avoir protégé, d'avoir géré tout ça avec tant de doigté. Et surtout, merci de m'avoir fait voir la vérité même si elle faisait mal. Après son départ, je me suis assis dans ma cuisine, sirotant mon café et lisant mon journal. La maison respirait une paix que je n'avais plus ressentie depuis des mois. Plus de tension, plus de mensonges, plus personne pour calculer comment abuser de ma bonté. Mon téléphone a vibré. Un message de Sophie. « Oups, j'ai oublié de te dire, Madame Dubois m'a demandé si tu pouvais l'aider à installer un système de sécurité. Apparemment, le bouche à oreille a fonctionné à propos de tes méthodes innovantes de protection. » J'ai éclaté de rire. Peut-être devrais-je breveter l'approche de la bombe à paillettes pour la sécurité domestique. Dehors, le printemps s'installait doucement sur mon quartier. Mon voisinage était redevenu paisible et sûr comme il l'avait toujours été avant la brève incursion d'Antoine dans nos existences. Parfois, la justice émane des tribunaux et des forces de l'ordre. Parfois, elle naît de l'écoute de son instinct de piège astucieux et de la capacité à laisser les gens révéler leur vraie nature. Et parfois, la justice scintille.